Alors dans cette vidéo, on va inaugurer un nouveau format qui va être les résumés de livres parce que c'est quelque chose, je trouve, qui manque dans les révisions de la territoriale. On n'en entend pas souvent parler et pourtant il y a beaucoup de livres qui sont écrits par des auteurs très intéressants sur notre petit monde, sur notre microcosme de la territoriale. Il y a beaucoup de livres notamment sur les communes, sur le travail de maire, etc. Et c'est là-dessus qu'on va commencer avec l'excellent livre d'Éric Kerrouche qui s'appelle Le blues des maires. Alors si tu suivais mes éditos du dimanche, j'avais déjà fait un résumé dans ce cadre-là, mais c'est quelque chose que je veux faire aussi en vidéo pour en faire profiter au plus grand nombre tout simplement, parce que pour moi c'est un des livres quand même référence en la matière, et puis surtout qui est très simple d'accès, écrit très simplement, et qui va donc t'aider pour tes concours, parce qu'on y aborde des points essentiels pour tes révisions, comme par exemple la relation entre les communes et les intercommunalités. Ça c'est vraiment un gros dossier qu'il faut maîtriser à un minimum pour tes concours. Et là voilà, on l'aborde sous un angle un petit peu plus pédagogique que juste un cours un petit peu froid. L'intérêt aussi de ce livre, c'est qu'il est en accès libre, gratuitement et légalement bien sûr. Donc je te mets le lien sous la vidéo en dessous, dans la description. Donc voilà, si tu as envie de le lire en plus de ce résumé vidéo, n'hésite pas, le lien se trouve dans la description. Dernier petit disclaimer avant de commencer vraiment le résumé du livre. Moi il y a un truc que j'aime bien faire avant de lire un livre, c'est de me renseigner un minimum sur l'auteur, parce que c'est jamais complètement neutre, y compris je trouve dans des domaines scientifiques, même comme la sociologie par exemple, que j'ai étudié pendant 5 ans, même si on nous dit que voilà, il faut être le plus neutre possible, etc. Il y a toujours des biais intellectuels par rapport à notre parcours, par rapport à nos opinions politiques si on en a, voilà, des choses comme ça. Donc moi je trouve que c'est toujours intéressant de passer 2-3 minutes vite fait sur Google par rapport à l'auteur, à son parcours. Donc là, Éric Kerrouche, c'est un sénateur socialiste. Il y a donc évidemment un biais politique par rapport à la vision des choses qu'il a. Mais là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que son ouvrage est quand même très critique du quinquennat Hollande, qui était pourtant un quinquennat sous l'égide socialiste. Donc voilà, dans ce cadre-là, je trouvais quand même qu'il y avait un travail honnête de ce sénateur, et qui n'était pas dans le côté partisan comme on peut connaître parfois en politique. Et en plus de ça, cet ouvrage se base principalement sur une étude qui a été menée par le Sénat, sur un échantillon de maires en France, de communes de toute taille, donc il y a vraiment une grosse étude bien sérieuse. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je te recommande ce livre, mais avant de te jeter dans celui-ci, je te propose un résumé dans cette vidéo. Ce résumé, pour plus de lisibilité, je vais te proposer, comme souvent dans mes vidéos, une mind map. Ça va t'aider à suivre un peu le cheminement de ce résumé. Mais avant de se lancer dedans, il y a quand même un contexte à connaître sur la réalité du travail de maire. Ça n'a jamais été facile, très clairement, mais les années passant et les lois passant, il y a quand même de plus en plus de difficultés qui s'ajoutent à ce travail. Et puis là, moi je fais cette vidéo en 2020, donc il y a évidemment la pandémie de Covid-19 qui a ajouté de la difficulté à tout ça, avec les élections de cette année qui ont été quand même touchées de plein fouet par ce virus. Donc voilà, il y a quand même un contexte supplémentaire par rapport au moment où le livre a été écrit en 2017, je crois, avec cette pandémie, et qui vient s'ajouter à ce que l'auteur appelle le blues des maires. Donc tout de suite, je te propose de passer sur la map. Alors avec cette carte, et suite à ce que je t'ai dit en introduction, on va se demander si finalement c'est mission impossible pour les maires. Est-ce que c'est une fonction si impossible que ça ? Donc pour ça, je vais te détailler un peu les différentes parties du livre, et notamment on peut le diviser un peu en 2 blocs. D'abord, les explications de ces difficultés que rencontrent les maires, finalement pourquoi les maires ont le blues, et puis quand même, pour finir sur quelque chose de positif, les solutions possibles pour pallier à ce blues des maires, et pour faire en sorte que la fonction de maire soit toujours quelque chose d'attractif, et surtout quelque chose d'utile pour la société. Alors d'abord, pour répondre à cette question « Pourquoi le blues des maires ?», l'auteur nous propose 2 sous-parties, puisque selon lui, il y a 2 types de facteurs qui expliquent ce blues des maires. Il y a d'abord les facteurs, on va dire, traditionnels, qui sont liés à l'exercice du mandat, c'est ce que l'auteur nous dit dans le livre. Il utilise cette expression de lié à l'exercice du mandat, donc ce sont des facteurs relativement anciens et qui sont inhérents à la fonction de maire, et puis les facteurs, on va dire, plus récents, qui, selon l'auteur, aggravent la désillusion. Donc d'abord les facteurs, on va dire, plus anciens, l'auteur en dénombre 3. Il y a le facteur matériel,
le facteur personnel et le facteur psychologique. Donc d'abord le facteur matériel, c'est tout ce qui touche à, comme son nom l'indique, au matériel, c'est-à-dire au salaire, donc aux indemnités, à la retraite, etc. Donc aux cotisations retraite notamment. Alors on va être très rapide là-dessus parce que selon lui, c'est pas forcément la plus grande problématique, donc c'est assez peu développé finalement dans le livre, mais quand même je voudrais juste te dire 2-3 mots là-dessus, parce que par exemple dans les petites villes, les indemnités des maires sont quand même, c'est pas foufou, donc ça peut être compliqué pour des gens qui ont un travail de lâcher leur travail ou de travailler en temps partiel en complément en fait de cette activité de maire, alors que les indemnités sont très faibles. Bon, je te donne juste ce petit exemple, on va en reparler dans les solutions parce que l'auteur nous en parle quand même dans les solutions. Pour lui, c'est pas un facteur très important, mais il nous en parle quand même dans les solutions. Donc quand même, c'est un facteur qui a son importance, mais du coup, on aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie du livre. Alors ensuite, un facteur traditionnel, un autre, c'est le facteur personnel. Et là, il fait clairement référence au temps de travail. En effet, le temps de travail des maires s'accroît alors que pour certains, notamment dans les petites villes, ils ont un métier à côté. Je viens de t'en parler. Dans les petites villes, vu les faibles indemnités, en tant que maire, ça va être compliqué de vivre que de ça. Donc bien souvent, il faut cumuler ou alors il faut être à la retraite, avoir déjà sa pension de retraite et être maire à côté. Du coup, l'auteur nous donne un chiffre qui est que 88,7% des maires interrogés dans le cadre d'une étude du Sénat, entre parenthèses, c'est une étude sur laquelle l'auteur se base beaucoup dans ce livre, et donc c'est cette écrasante majorité, quasiment 90% des maires interrogés, trouvent que la conciliation du mandat de maire avec la vie professionnelle est difficile. Et ils sont aussi quasiment 80% à penser qu'il est difficile de concilier leur mandat électif avec leur vie personnelle. Donc tu vois que dans les deux cas, 80-90%, c'est quand même pas très loin des 100%. Ça veut dire que quasiment tous les maires interrogés disent que le fait de concilier la vie personnelle, donc par exemple le fait d'élever des enfants, avec le mandat de maire, c'est quelque chose de très compliqué. Et d'autant plus, facteur aggravant, on va dire, quand tu es maire d'une petite ville, puisqu'il faut en plus à côté de ça avoir une vie professionnelle. Donc tu vois, quand on parle de ces facteurs traditionnels, tu vois, les deux premiers c'est matériel et personnel, finalement ça s'imbrique un peu l'un et l'autre, et ça fait écho notamment à, tu sais, une expression qu'on entend souvent qui est que maire c'est pas un métier, c'est une vocation. Alors oui, mais cette vocation, cette fonction, elle est de plus en plus énergivore en temps et en stress, et donc là on fera le lien, je te parle de stress, on fera le lien avec le côté psychologique, donc tu vois que même ces trois facteurs finalement se recoupent un peu. Mais si on reste un peu là plus spécifiquement sur le temps de travail, et l'étude du Sénat nous dit que plus de la moitié des maires de communes de moins de 1000 habitants déclarent consacrer au moins 25 heures par semaine à leur mandat. Donc tu vois, là on parle vraiment des maires de toutes petites communes, donc qui ont des toutes petites indemnités, déclarent consacrer au moins 25 heures par semaine à leur mandat, et des fois c'est bien plus que 25 heures, ça peut être 30, 35, 40, voire plus pour certains, alors même qu'ils sont payés au lance-pierre. Donc faut pas croire que quand tu es maire d'une petite commune, c'est quelque chose qui va te prendre 5 à 10 heures par semaine. Ça, c'est quelque chose qui a peut-être existé à un moment, mais qui est plus vrai aujourd'hui, ou en tout cas à la marge. Et cette charge, elle est aussi due, selon l'auteur, à la disparition progressive des services publics dans les petites communes, que le maire essaie tant bien que mal de compenser, mais aussi à la montée des réglementations complexes pour ces maires, qui n'ont, contrairement à leurs collègues des grandes villes, pas de service juridique avec des personnes formées sur ces questions. On voit bien que la professionnalisation aussi du mandat de maire est quelque chose de très énergivore en temps. Donc pour être maire, il faut avoir beaucoup de temps disponible. Donc comme je te le disais auparavant, ça va être compliqué pour quelqu'un de jongler entre vie professionnelle et vie de maire. C'est donc sans surprise qu'on constate que 40% des maires interrogés sont des retraités. Je commençais à t'en parler un petit peu. Et tu vois que naturellement, on s'explique cette surreprésentation des retraités dans la fonction de maire. C'est tout simplement parce que pour les actifs, c'est très compliqué de briguer un mandat de maire, d'être en même temps au travail dans le privé ou ailleurs d'ailleurs, parce que le mandat de maire en lui-même, c'est pas ça qui paye les factures. Et en plus d'assurer la vie personnelle, notamment à un âge, je sais pas, dans les 30-40 ans, où tu dois aussi assurer avec ta vie de famille. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même toute une partie de la population qui s'auto-exclut de cette possibilité d'exercer ce mandat local par manque de temps.
manque de temps et ou de moyens. Donc tu vois, ça se recoupe vraiment, hein. Ces deux facteurs-là sont vraiment interdépendants. Et enfin, on a la dernière dimension, donc la dimension psychologique, et qui est liée à tout un tas de pressions qui peuvent s'exercer sur les maires. En effet, 85,5% des maires interrogés disent que le degré d'exigence des citoyens est l'un des principaux facteurs de la crise des vocations. Il y a aussi 81,3% des maires qui pensent que le risque juridique et pénal est trop fort. Ça, je t'en avais déjà parlé par mail, hein, sur le risque pénal des maires et sur la peur que ça représente chez les maires. Et enfin, on a 80,5% des maires qui disent que les responsabilités sont trop lourdes. Donc tu vois, tous ces chiffres sont quand même assez parlants et nous disent que, en gros, toutes ces pressions psychologiques qu'ils subissent sont trop fortes par rapport au peu de reconnaissance qu'ils reçoivent à la fois de la population. On le voit, il y a des montées, des agressions envers les maires. Donc voilà, on voit bien qu'il y a quand même un problème de reconnaissance, mais c'est même au-delà de ça. Et puis, un manque aussi de reconnaissance de la majorité actuelle, avec notamment l'histoire du hashtag Balance ton maire, qui a été un peu soutenu par des membres du gouvernement, ou en tout cas par des députés, et qui n'a pas trop aidé à favoriser un climat de bienveillance envers les maires. Et donc si on fait un peu un bilan de ces facteurs traditionnels, l'auteur finit cette partie du livre en nous disant que tous ces facteurs pèsent encore plus sur les maires des petites communes, c'est-à-dire de moins de 1000 habitants, puisqu'ils sont 48% à vouloir quitter la politique, contre seulement 28% pour les maires de villes de plus de 10 000 habitants. Donc on voit que tout ça, ces trois facteurs traditionnels, ça touche surtout les entre guillemets petits maires, et un peu moins quand même les maires de grandes villes. Et bon, ça peut s'expliquer quand même par l'un des trois facteurs, qui est quand même le facteur matériel. Les indemnités des maires des grandes villes sont quand même nettement supérieures, et ces maires-là peuvent vivre de cette fonction, peuvent vivre de cette activité, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand même, on va le voir dans une autre partie, des maires de petites villes. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne subissent pas le reste, les pressions psychologiques, etc. Mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ne sont pas seuls, ils ont des équipes autour d'eux, ils ont d'autres moyens qui leur permettent quand même de mieux surmonter ça. Ensuite, l'auteur nous parle des facteurs plus récents et qui, selon lui, aggraveraient la désillusion. Il identifie trois facteurs donc assez récents. D'abord, le combo de loi NOTRe et loi MAPTAM, la baisse des dotations, et enfin, la fin des contrats aidés. D'abord, pour parler des lois NOTRe et MAPTAM, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été plutôt mal accueilli par les élus locaux, et notamment dans les petites villes. Ces deux lois ont bouleversé l'équilibre des compétences entre les communes et les intercommunalités, et il faut le dire aussi assez clairement, au bénéfice des intercommunalités, et ça a aussi bouleversé les périmètres des intercommunalités en les agrandissant parfois à l'extrême. On a certaines petites communes qui sont noyés, qui sont quasiment invisibles au sein de leur intercommunalité. Le couple commune-interco n'en sort donc pas grandi, au sens figuré, alors que l'idée initiale de l'intercommunalité, basée sur, je le rappelle, la coopération entre communes, est selon moi et selon l'auteur, une superbe base pour élaborer des projets communs qui dépassent la simple addition des intérêts des communes, tout en gardant un certain contrôle à l'échelle de chaque commune. Et en ça, l'auteur développe ce qu'il appelle la lente réussite de l'intercommunalité. Ça, c'est des pages 34 à 42. Et je te conseille vraiment à minima la lecture de ces pages pour ton concours. Ça te fait une bonne révision sur ce sujet qui passionne, il faut le dire, les membres de jury. Ensuite, deuxième facteur plus récent, c'est la baisse des dotations qui amènerait à l'incertitude financière. Donc l'incertitude financière, pour l'auteur, ça se traduit notamment par la baisse des dotations comme la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Pour te donner des chiffres, cette DGF, ça représentait 21% des recettes de fonctionnement des communes en 2013 et seulement 14,8% en 2017. Donc en 4 ans, c'est vraiment une baisse spectaculaire, passer de 21% à quasiment 15%. Tu vois que ça a baissé d'environ un quart, donc ce qui est énorme en 4 ans. Donc déjà, ça c'est, on va dire, la baisse en volume. Et quand on parle d'incertitude financière, on ne parle pas que de ça, on ne parle pas que de baisse. On met aussi le doigt sur le caractère imprévisible et fluctuant du budget. Or, que ce soit pour un foyer comme chez toi par exemple, ou pour une entreprise ou une collectivité, l'incertitude en termes de rentrée d'argent, c'est anxiogène. On ne peut pas se projeter sereinement dans un contexte où les règles du jeu changent sans cesse et où on n'a pas de vision à moyen terme sur son budget. Cette incertitude, c'est exactement ce que vivent les communes avec la réforme de la taxe d'habitation. Même si l'État déclare que le manque à gagner sera compensé intégralement,
On n'a aucune garantie sérieuse à ce sujet, et de toute façon, cette perte d'autonomie fiscale des communes, elle accroît encore la méfiance. C'est ce que nous dit l'auteur, page 47. Donc tu vois que c'est quand même plus profond que la simple baisse de telle ou telle dotation. Il y a vraiment un malaise profond au niveau financier. Enfin, dernier facteur, c'est la fin des contrats aidés, qui serait une menace pour l'économie locale, puisque de nombreux maires craignent de ne plus pouvoir assurer certains services locaux, comme par exemple une épicerie communale, et ils craignent aussi de voir l'existence de certaines associations menacées. Il faut savoir que ces contrats aidés, comme leur nom l'indique, aident beaucoup les élus locaux à maintenir un peu cette vie économique locale, et le fait de leur retirer ça, on leur retire un outil et des moyens qui sont considérables. Donc après avoir dépeint un tel tableau sur ces facteurs du blues, que ce soit des facteurs traditionnels ou des facteurs plus récents, on comprend que le découragement des élus municipaux soit une réalité, c'est ce que nous dit l'auteur, page 62. Pourtant, la situation, elle est peut-être pas insurmontable, et l'auteur nous propose plusieurs réponses à ces problèmes dans la troisième partie de son livre. L'auteur nous parle de 3 solutions, 3 grands groupes de solutions. D'abord, ce serait de faciliter l'exercice des mandats locaux. La deuxième solution, c'est d'améliorer la relation de couple entre communes et interco. Et enfin, ce serait de développer les communes nouvelles. Alors d'abord, la première solution sur le fait de faciliter l'exercice des mandats locaux. L'idée globale, c'est de créer un vrai statut de l'élu. Donc, le statut de l'élu local, c'est quelque chose qui existe déjà, il y a des lois là-dessus, voilà. Mais l'idée, c'est d'aller quand même beaucoup plus loin que ce qui existe aujourd'hui pour que chacun puisse pouvoir exercer un mandat au cours de son existence et non pas quelques-uns. Parce que quand on fait la sociologie des maires, très clairement, il y a beaucoup de catégories sociales qui sont en dehors de cette possibilité, ou en tout cas à la marge. Par exemple, en 2014, les maires ouvriers ou employés représentaient seulement 11,7% du total des maires de France, alors que le poids des ouvriers et des employés dans le total des actifs représente 46,5%. Donc tu vois qu'il y a vraiment une opposition totale entre la réalité démographique des employés et des maires en France par rapport à leur représentation dans la fonction de maire. Après, l'auteur nous dit qu'il serait quand même utopique de croire qu'on pourrait parvenir à une représentation parfaite de la société dans la sociologie des maires. Il nous dit que les pouvoirs locaux ne peuvent pas être des miroirs parfaits de la population. Ça, c'est page 57. Mais il existe quand même des leviers pour améliorer l'accessibilité au mandat de maire, et notamment le fait de mettre en place un régime indemnitaire attractif. Tu vois, en commençant à en parler dans la première partie, c'est quand même une des choses les plus intéressantes à mettre en place rapidement pour que justement les jeunes actifs, qui ont la vingtaine, la trentaine, voire plus, voilà, la quarantaine, qui ont par exemple une vie de famille, une vie professionnelle, etc., puissent vraiment briguer un mandat de maire en n'étant pas obligés de continuer à travailler à côté pour pouvoir être vraiment focalisé à 100% sur ce mandat et surtout pouvoir se dire que c'est possible d'être maire puisque cette personne n'aurait pas à bricoler à côté, à essayer d'avoir un job en mi-temps ou en 3/4 de temps, etc. Et donc l'auteur nous dit que pour qu'un maire puisse vivre de son activité et que son mandat puisse être une expérience professionnelle comme une autre, dont la durée serait limitée dans le temps, il faut un revenu décent. Il nous parle aussi de la question de la réinsertion professionnelle après le mandat. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça, très concrètes, très matérielles, qui devraient être mises en place. Alors, petite parenthèse, le livre a été édité en novembre 2018 et depuis on a la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique qui a revalorisé ces indemnités, notamment pour les maires des petites communes. Donc par exemple pour les communes de moins de 500 habitants, un maire peut toucher dorénavant 991 € bruts par mois au lieu de 661 €. En pourcentage c'est une belle augmentation, mais si on va dans le concret, 991 € bruts, ça fait 773 € net par mois. Donc on reste encore bien en dessous du seuil de pauvreté et c'est pas avec ça qu'un maire donc d'une petite ville peut vivre décemment, notamment s'il a une famille à charge. Mais bon, ça va déjà dans le bon sens, simplement il faudrait aller encore plus loin. Deuxième proposition de l'auteur, c'est d'améliorer la relation de couple entre les communes et les intercos. Donc pour lui, il faut faire évoluer cette gouvernance locale et il faut aller vers plus de visibilité démocratique pour les EPCI. Donc tu le sais, les relations communes-interco, c'est pas un long fleuve tranquille, même si évidemment il y a des endroits où ça se passe très bien, heureusement. Donc ça se passe pas super bien parce que les réformes des dernières années sur les périmètres des intercos,
et sur les compétences transférées des communes aux intercos, ça n'a pas aidé. On a beaucoup d'exécutifs de petites communes qui ont depuis un sentiment de dépossession. Ce sentiment d'ailleurs il a été exacerbé dans les EPCI de taille XXL, pour reprendre l'expression de Gérard Larcher. Ces EPCI, il faut savoir que pour certaines, il y a plus de 100 communes à l'intérieur. Donc t'imagines quand tu es un maire d'une de ces 100 villes, si tu es notamment une commune de, je sais pas, quelques centaines d'habitants, tu es véritablement noyé dans ton EPCI et tu pèses pas bien lourd. Donc pour lutter contre cette gouvernance à sens unique, l'auteur se base d'abord sur les initiatives déjà existantes dans certains EPCI qui fonctionnent bien, parce qu'il faut le rappeler, il y a des endroits où ça fonctionne bien. Donc par exemple d'avoir des comités consultatifs avec les conseillers municipaux, y compris ceux qui ne siègent pas d'ailleurs au conseil de l'EPCI. Le fait aussi d'avoir plus d'échanges avec les DGS et les secrétaires de mairie. D'avoir aussi des sectorisations de l'interco pour plus d'efficacité technique, mais aussi plus de dialogue politique. Donc tu vois, il y a plein de petites choses qui peuvent se faire et qui se font déjà dans des EPCI et qui peuvent participer comme ça à une meilleure vie démocratique dans l'interco. Il évoque ensuite des solutions issues de sa propre réflexion sur les plans fonctionnels, représentatifs et institutionnels. Là, c'est un peu plus technique, donc je t'invite vraiment à lire ces quelques pages. C'est de la page 71 à 74. Mais si je devais te donner un exemple assez parlant, c'est celui de la création d'un poste d'assistant du conseil. Ça, ce serait possible à partir d'un certain seuil de taille d'interco. Et ce poste d'assistant du conseil permettrait, entre autres, d'expliquer au niveau communal les travaux menés par le conseil communautaire et peut-être aussi de faire un lien plus direct entre les communes et leur EPCI. Donc tu vois qu'on peut animer comme ça de différentes façons un EPCI avec des choses qui existent déjà ou des idées comme celle de l'auteur Éric Kerrouche. Ensuite, si on va vraiment dans le cœur de ce que l'auteur appelle la visibilité démocratique des EPCI, on arrive vite au débat épineux sur l'élection des conseillers communautaires. Je pense qu'on est quasiment tous d'accord pour dire qu'il y a une faille démocratique dans le système actuel. Les EPCI qui ont de plus en plus de compétences n'ont pas un lien direct avec les citoyens via le vote, puisque aujourd'hui c'est un système de fléchage lors des élections municipales. Et donc partant de ce constat commun, il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a ceux qui défendent l'instauration d'une élection directe des conseillers communautaires sans passer par les élections municipales, en disant les EPCI maintenant ont plein de compétences, donc il faut qu'ils aient leur élection à eux. Et puis ceux qui souhaitent maintenir ce lien, selon eux, indissociable entre la commune et l'interco, y compris dans le système d'élection. Mais alors il faut repenser la lisibilité démocratique autrement. Là l'auteur, et je suis complètement d'accord avec lui, tranche en faveur de la seconde hypothèse. L'essence du projet intercommunal, c'est justement la coopération entre communes. Intercommunalité, le mot a quand même un sens au niveau de son étymologie. Le fait d'autonomiser les élections communautaires, ça serait comme si on transformait l'intercommunalité en supracommunalité. Finalement, l'intercommunalité, en devenant supracommunalité, deviendrait un échelon au-dessus de la commune. Et pourtant, non, l'essence de l'intercommunalité, c'est le travail entre communes. Donc la base, la racine de tout ça, ça reste quand même l'échelon communal. Donc si on va dans le sens de la deuxième hypothèse, qui est qu'on garde ce système d'élection par fléchage, et on garde quand même cette priorité à l'élection communale, eh bien il faut qu'on aille vers plus de clarté dans l'engagement politique de la majorité communautaire, et pour ça, il faudrait une obligation de mettre en place un programme politique intercommunal pour la mandature, de telle façon que les électeurs sachent pour quels enjeux, pour quels projets ils votent pour leur communauté. Donc à minima, il faut que les électeurs sachent clairement ce que défend telle ou telle liste municipale au niveau de l'échelon communautaire, parce que il y a quand même beaucoup de choses qui se jouent à l'échelon communautaire. Il y a de plus en plus de compétences transférées des communes à l'échelon communautaire. Donc c'est vraiment aussi là que vont se décider beaucoup de choses, et il faut que ce soit quand même beaucoup plus clair que parfois seulement quelques lignes bâclées sur une brochure lors des élections municipales. L'auteur évoque aussi la possibilité d'élire la présidente ou le président de l'EPCI au suffrage universel direct. Je suis moins convaincu par cette proposition, mais je te laisse aller voir dans le livre pour te faire ta propre opinion, c'est page 77. Enfin, la dernière proposition d'Éric Kerrouche, c'est de favoriser sur la base du volontariat la formule de la commune nouvelle. Pour lui, il faut développer les communes nouvelles.
Mais on va pas se voiler la face, hein, l'avantage principal de la commune nouvelle, c'est d'avoir des incitations financières, c'est d'avoir un peu cette carotte financière. Bien sûr, dans certains territoires, la fusion de plusieurs communes en une seule, c'est un véritable projet commun. Mais dans beaucoup de cas, quand même, hein, l'objectif numéro 1, c'était d'éviter une baisse de la dotation forfaitaire durant 3 ans. Donc cette carotte financière temporaire, elle aura eu le mérite de faire décoller le dispositif, hein, ça c'est sûr, mais dans quel objectif final? C'est la question qu'on peut se poser. Ok, bon, on fait baisser le nombre de communes, mais finalement pourquoi? Pourquoi ça doit être un objectif en soi? À un moment, beaucoup de politiques avaient ça à la bouche. Il y a trop de communes en France, il faut baisser le nombre de communes. D'accord, mais c'est quoi le problème finalement d'avoir autant de communes? Et même à ce jour, on ne sait toujours pas si la baisse du nombre de communes est réellement une bonne chose. En matière démocratique, par exemple, je pose la question. Même en matière économique, hein, c'est ce qu'on nous a vendu. Pour l'instant, on n'a pas de données très claires sur le fait que ce soit plus économique. Donc en ce sens, je ne partage pas l'avis d'Éric Kerrouche sur le développement des communes nouvelles comme l'une des réponses au blues des maires, à moins que ça permette aux maires de ces nouvelles entités de peser plus lourd dans leur intercommunalité. Hein, tout à l'heure, on parlait des intercos de taille XXL. Bon, bah là, c'est vrai que si on a des communes un peu plus grosses au sein de leurs intercos, ça peut un peu modifier la donne. Mais bon, premièrement, cet argument n'est pas avancé par l'auteur dans le livre. Et deuxièmement, ça reste quand même une fuite en avant vers le toujours plus gros pour nos territoires, alors que c'est un dogme sans fondement concret pour moi. Je viens de t'en parler un peu pour les communes, mais c'est quelque chose dont on pourrait parler aussi pour les régions par exemple. En tout cas, sur ces solutions, sur ces 3 solutions, tu auras bien compris que, à part la dernière, je partage complètement les idées de l'auteur sur les 2 premières, hein, sur le fait d'avoir des mandats locaux plus accessibles pour plus de catégories de personnes, notamment les un peu plus jeunes actifs, on va dire, et puis sur cette nécessaire amélioration de relations, hein, entre les communes et les intercos. Donc voilà pour mon résumé du livre Le blues des maires. J'espère que ça t'a simplifié la tâche et que ça t'a donné des billes pour ton oral. Le fait de lire des livres, ça peut être un plus vraiment non négligeable dans tes révisions de concours. Ça montre que tu es curieux, que tu t'intéresses vraiment à la chose locale et que tu révises pas juste les connaissances obligatoires de base, hein, comme, je sais pas, les droits et obligations des fonctionnaires, etc. Mais quand même, tu seras encore plus calé si tu allais jeter un œil au bouquin directement. Et je te le répète, il est en accès gratuit en plus, donc, et légalement, hein, bien sûr. Donc pour ce livre, c'est vraiment facile d'accès, t'as même pas besoin de l'acheter. Bon, et pour celles et ceux qui sont en mode purement concours, révision à fond, juste en dessous de la vidéo, dans la description, tu as un lien vers mes formations qui peuvent t'aider à mieux te préparer. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller voir dans la description. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!